vous êtes là, c'est que le thème de la finance orientée vers les femmes vous intéresse, je suppose en tout cas. Et donc nous allons passer à peu près 60 prochaines minutes à en parler. Nous allons parler de ce que ça signifie réellement et nous allons passer en revue les étapes de l'identification de la cible à la croissance du portefeuille. Hier, on a eu un panel qui parlait du financement de l'entrepreneuriat féminin qui se déroulait l'après-midi, après le repas, donc au moment de la digestion, et on a constaté une baisse d'attention. L'objectif, c'est de rendre cette session interactive, intéressante, et peut-être de vous donner envie d'aller un peu plus en profondeur et démystifier un peu le thème. Parce que ce thème, on en parle beaucoup, c'est un peu les tendances, c'est à la mode, et par conséquent, certaines fois, on se perd un peu dans les différentes définitions et dans le détail de ce qu'on recherche réellement. Donc, essayons de rendre cette séance le plus interactive possible, de manière à ce que la digestion se passe au mieux, on va dire. Je m'appelle Edwige Takassi, je suis spécialiste en finance inclusive avec un gros volet sur le financement de l'entrepreneuriat féminin. Et dans le cadre du programme de la BEI, j'ai notamment participé à un programme qui s'appelle African Women Rising Initiative, qui visait à accompagner des institutions financières à la définition ou redéfinition de leur stratégie vis-à-vis de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons parler de 3 points. Nous aborderons la question de la cible. Quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, comment choisir la cible qu'on veut privilégier en tant qu'institution financière? Parce que c'est impossible de tout faire. Il y a différentes manières d'aborder le sujet. Et donc la question, c'est en tant qu'institution de finance, soit banque ou institution de microfinance, comment définir et prioriser sa cible? Ensuite, on va parler de la question de la proposition de valeur sensible au genre. Et enfin, on va parler du suivi de l'impact, si tout va bien. Alors, avant de commencer, j'ai une question pour vous. La question, c'est de savoir si, selon vous, le thème du financement de l'entrepreneuriat féminin, gender finance, comme on dit en anglais, si c'est une question d'ordre de la responsabilité sociale de l'entreprise ou est-ce que c'est une question de l'ordre du business? Est-ce qu'on parle de business ou est-ce qu'on parle de social? Lorsqu'on parle... Alors, je pense qu'on va... Voilà, merci. Solliciter le micro. Bonsoir, Fanny Yaoura. Donc, je disais que pour moi, on parle des deux. On parle que la démonstration a bien été faite hier lors du panel. Financer l'avantage parce que la femme rembourse mieux, parce que les femmes représentent 50% de la population, elles éduquent, mais social aussi parce que, suivant la formation ce matin, RSE, activité sociale, et il faut aussi intégrer le genre et donner plus de chances aux femmes. Donc, je pense que c'est les deux. Voilà. D'accord. Vous m'avez donné la réponse du politicien. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me donner la réponse du risk manager au sein d'un grand groupe bancaire qui se gratte la tête toutes les fois où on parle de financer l'entrepreneuriat féminin et qui se sent fort? Ah, très bien, nous avons un challenger. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question, mais je la devine. Donc vous demandez pourquoi est-ce qu'il faut financer des entreprises qui ont intégré la dimension genre. Alors il y a une étude, c'est pas ça. Je demande si c'est plus de l'ordre social ou plus de l'ordre du business. Non, c'est de l'ordre du business. Il y a des études qui ont été faites par des banques de la place. Bon, je ne sais pas s'il faut les nommer, et elles ont remarqué que les entreprises qui avaient intégré la dimension genre étaient un peu plus rentables. En tout cas, elles ont fait leur analyse dans leur portefeuille crédit. D'accord, merci. Et donc, elles en sont arrivées à la conclusion qu'il fallait en tenir compte.
Très bien. Mais je veux vraiment la réponse d'un risk manager d'un groupe bancaire. Oui. Quelqu'un a su que c'est lui que je targetais. C'est Merci. En fait, ce qui me gêne dans la question, c'est un effort supplémentaire. C'est l'effort supplémentaire pour mieux servir les femmes. Nous, on est dans le business, donc si on est en train de financer une entreprise, c'est vrai qu'il y a la dimension genre, mais si c'est pas intéressant pour moi, je ne le fais pas. Si je le fais parce que je dois faire des efforts, c'est qu'on veut me faire du social. C'est vrai que je dois avoir une dose de social dans ce que je fais, parce que nous, notre groupe, on a des valeurs humaines, on a un visage humain, mais c'est avant tout faire du business. Donc, si l'entreprise, la dame ne me donne pas ce qu'il faut, je ne peux pas financer. Maintenant, si on m'oblige à le faire parce qu'on veut qu'il respecte un ratio, à ce moment-là, ça devient du social. Et quelqu'un doit payer le coût. Il faut que quelqu'un paye le coût. Que cela va me générer, quoi. C'est ça. D'accord. Ok, on a eu plusieurs réponses. Je pense qu'on converge plus ou moins vers l'idée que ça ne fait sens pour une banque ou une institution financière de manière générale que si on voit le business case derrière, même si on aura tendance à avoir abordé le sujet en premier, peut-être sur le volet RSE ou social. Néanmoins, voilà, à un moment donné, nos actionnaires nous demandent de produire un profit, donc on doit pouvoir justifier qu'il y a un business case derrière. En réalité, je pense que cette réponse, chaque institution, avant de s'engager dans son voyage genre, entre guillemets, doit faire sa propre analyse parce qu'il n'y a pas forcément une seule réponse qui soit la même dans tous les pays et dans toutes les économies et dans toutes les institutions financières. Chacun doit être convaincu avant de s'engager. Alors, on va au fur et à mesure y aller. J'espère qu'à la fin de cette session, ceux qui étaient encore sceptiques accepteront au moins d'aborder la question de manière un peu plus sérieuse du point de vue business, pour qu'il y ait la durabilité dans la fameuse stratégie de financement des femmes entrepreneurs. On peut continuer ? Alors, l'image ici résume un peu. Lorsqu'on aborde la question du financement des femmes entrepreneurs, on se pose la question de ce qu'on est en train de faire. Souvent, dans la majorité des cas, on se dit, à partir du moment où nos produits, nos services financiers sont disponibles pour tout le monde, ça veut dire qu'on ne fait pas de discrimination. À partir du moment où on ne fait pas de discrimination, on suppose qu'ils et elles ont accès de toutes les façons à nos services. Donc on ne voit pas forcément l'intérêt de faire un effort supplémentaire qui en plus va coûter de l'argent. Donc là, si on se place du point de vue de l'égalité, où on se dit, nous sommes des prestataires de services et c'est aux clients de constater qu'on a tous les produits dont ils ont besoin, qu'ils soient hommes ou femmes, on est peut-être de l'ordre de l'égalité. Mais l'effort supplémentaire à fournir dont je parlais dans ma question, c'est basculer de l'égalité à l'équité. Imaginons pour une seconde qu'on soit une entreprise qui commercialise des vélos. Notre entreprise est ouverte pour tout le monde peut entrer et acheter ses vélos, et puis peut-être à un moment donné, on va constater que le même vélo qui est le vélo standard qui existe pour tous les clients n'est pas forcément adapté à tous de la même façon. Il y en a qui peuvent l'utiliser très facilement, et puis il y en a d'autres, selon leurs caractéristiques et leurs besoins propres, ont un peu plus de difficultés, et puis il y en a qui sont carrément exclus. Alors on entre dans la question de quel effort supplémentaire je dois fournir pour peut-être aborder cette partie du marché que je n'arrive pas à capter véritablement. Et là, on ne va pas quitter les vélos pour aller faire des ampoules. On reste quand même dans notre domaine d'activité. On va quand même fournir un guidon, des roues, vraiment un vélo en fait. Mais peut-être qu'on va adapter les caractéristiques du vélo à chaque cible. Et de là, on a une situation où, en fonction de la taille du consommateur ou en fonction de ses exigences de motricité, on va lui adapter la manière de conduire ce vélo-là. Et d'un seul coup, la personne qui était exclue, qui était en fauteuil roulant, est capable d'utiliser nos vélos. Donc véritablement, en tant que prestataire de services, qu'on soit dans le secteur bancaire ou dans un autre secteur, se poser la question des cibles qu'on n'arrive pas à acquérir véritablement, c'est aussi se poser la question de comment adapter les produits qui existent, qui sont peut-être un peu trop standards, à chaque catégorie de clients pour que ça soit plus adapté à leurs besoins spécifiques. Donc on ne demande pas de quitter le domaine bancaire et les produits qu'on connaît, mais on demande peut-être de réfléchir de manière un peu plus critique
à savoir, est-ce que la manière dont on a conduit notre métier de banquier ces 30 dernières années nous suffira à continuer à fonctionner et être leader du marché dans les 30 prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour anticiper sur demain et qu'est-ce qu'on peut faire pour conquérir ces poches peut-être du marché qui sont un peu moins faciles, étant donné qu'on a déjà cueilli les fruits les plus bas. Voilà. Service financier sensible aux gens. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi la définition d'un service financier sensible aux gens? Je vais poser la question à l'audience. Bon, je pense que ça rentre plus ou moins dans le contexte que vous venez de définir tout à l'heure. Bon, quand on dit sensible aux gens, peut-être qu'il tient compte des spécificités qui sont liées aux gens. Vous m'avez donné la réponse académique. C'est quoi? Comment un crédit est un crédit? Une carte bancaire est une carte bancaire. Est-ce qu'on peut peindre une carte bancaire en rose et dire qu'on a fait du genre? Est-ce qu'on met une femme sur la fiche du crédit, du même crédit avec les mêmes taux, avec les mêmes caractéristiques et on dit qu'on fait du genre? C'est quoi un service financier sensible aux gens? C'est une question que nous avons posée aux banques dans le cadre d'une étude commanditée par AFC. Alors, on a eu deux types de réponses. Il y a eu des banques comme la BNI qui nous ont dit tous nos produits sont accessibles aussi bien aux entrepreneurs, hommes que femmes. Et puis, on a eu d'autres banques qui nous ont donné une réponse beaucoup plus nuancée. Bon, je peux citer, c'est NCA Bank qui nous a dit on a fait une analyse de notre portefeuille, on a décidé de savoir qui sont nos clients femmes et ensuite on a décidé de connaître leurs besoins et d'avoir des produits adaptés à leurs besoins. Et donc c'était des produits qui ciblaient cette clientèle spécifique bien identifiée. Donc on a deux approches, égalitaire ou équitable. Alors, je retiens dans ce que vous dites qu'une des institutions a expliqué que c'était dans la manière dont ils allaient approcher la cible. D'abord, commencer par comprendre les besoins de la cible avant de faire la démarche commerciale de les approcher. Donc, il y a un peu de ça, effectivement. On ne va pas aller juste dans peut-être la facilité où on met juste des femmes sur la fiche et on estime qu'on a fait son travail, mais on va dans le détail de comprendre en quoi on peut faire mieux que ce qu'on a fait jusque-là. Donc c'est une offre, voilà, c'est une offre en réalité, en résumé, qui va prendre en compte des obstacles spécifiques aux femmes. Non seulement dans la définition des caractéristiques des produits et services, donc revisiter un peu les caractéristiques. Dans le modèle opérationnel c'est tout ce qui est mode de livraison. Est-ce qu'il faut se déplacer en agence? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à distance pour prendre en considération typiquement la contrainte de temps, qui est un élément reconnu comme étant une contrainte plus élevée chez les femmes que chez les hommes par exemple? Ça va être dans le marketing. Est-ce que dans le marketing, on s'interroge sur ce qui va leur parler dans chacune de leurs spécificités, les différentes cibles? Et puis, enfin, le dernier élément, souvent, c'est l'aspect services non financiers. Alors, les fameux services non financiers. Les fameux services non financiers, la raison pour laquelle on en parle beaucoup quand on parle de le financement des femmes entrepreneurs, c'est que justement, on s'est rendu compte que elles dominent les toutes petites activités et du point de vue business case et économie, si on veut que dans 20 ans, on ne soit pas toujours dans la même réalité et qu'elles aient pu avoir une certaine croissance, il va quand même falloir les soutenir là où elles ont des lacunes. Donc ça peut être la question de l'éducation financière, ça peut être la question de la formation à proprement parler, ça peut être la question du réseautage, parce que tous ces éléments dans ces analyses, on a démontré que les femmes entrepreneurs et les femmes chefs d'entreprise avaient un train de retard dans beaucoup de marchés par rapport à ces éléments-là. Donc, de manière factuelle, lorsqu'une clientèle cible a un train de retard par rapport à quelque chose et que ça vient les empêcher d'avoir accès aux services financiers de la même manière qu'une autre catégorie, on s'interroge sur notre responsabilité en tant que prestataire de services par rapport à ça. Devons-nous investir notre propre argent pour combler ces lacunes? Devons-nous avoir des partenariats stratégiques avec d'autres structures qui le font? Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour que demain soit différent d'aujourd'hui? Donc le besoin, on reste sur l'image, c'est que, bon, quand on parle de clients typiquement, clients de banque, vous verrez que la majorité des affiches, on représente, comme vous, messieurs, très beaux ici, avec vos costumes et vos cravates, et puis souvent moins les femmes.
Typiquement, hein, c'est vrai que dans le marketing bancaire, on voit toujours beaucoup, on serre la main du client masculin, etc. Typique. Et la question c'est, est-ce que ça parle aux femmes quand on parle de financer l'entrepreneuriat féminin? Donc, le travail doit aller même jusque ces détails-là. Et est-ce que la réalité est prise en compte? Le besoin est là, que ces femmes aient accès à des crédits d'investissement par exemple, mais est-ce que la réalité le montre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la réalité? Donc vraiment avoir une approche, c'est toucher tous ces différents éléments-là et aller peut-être dans les détails qu'on a tendance parfois à négliger. On va continuer, la contrainte de temps étant là. Je suis dérangé un peu. Le but de tout ça, c'est quoi? En fait, vous nous demandez une discrimination positive. En fait, c'est ça. Parce que moi, je considère que je suis dans le capitalisme, je fais du business, j'ai une politique de crédit, j'ai des critères d'éligibilité. Quand il y a un dossier en face de moi, excusez-moi, je m'en fous que ce soit une femme ou un homme. J'analyse mon dossier ici, c'est une femme, Merci pour la question. Vous représentez quelle institution, s'il vous plaît? Voilà. Merci pour la question provenant de la BIDC. Et je pense que vous avez enfin posé, vous avez dit tout haut ce que je pense beaucoup de gens ici pensent tout bas, en réalité. Quand je suis risk manager et que j'ai des procédures, que ce soit un homme ou une femme, s'ils ne cochent pas les cases, on passe au suivant. Alors, on va changer de perspective. Au tout début, il y a quelques années, quand on parlait du financement de l'agriculture, je pense qu'on s'est tous posé les mêmes questions. Financement de l'agriculture, pourquoi on doit forcer? Si c'est un secteur d'activité plus risqué, je suis risk manager, je ne vais pas y aller. Faut pas, voilà. Mais si on ne finance pas l'agriculture, à un moment donné, on se tire une balle dans la jambe parce que c'est un des secteurs clés de nos économies. Ça veut dire qu'on accepte le fait qu'on va éternellement importer ce qu'on mange et qu'on ne va pas, en tant qu'acteur du secteur financier, contribuer à développer notre propre économie. Donc, quand on parle de manière sectorielle, parce que c'était la même question au niveau de l'agriculture, qu'est-ce qui fait que ce secteur-là a plus de mal à accéder au crédit? Est-ce que c'est une question de garantie? Est-ce que c'est une question d'un autre type de risque? Et en tant que financier, qu'est-ce qu'on peut faire pour dérisquer peut-être le secteur de manière à ce qu'on puisse l'approcher de manière un peu plus intelligente? Si on enlève le mot agricole et qu'on remplace par genre, en réalité, il faut peut-être se rappeler que c'est effectivement de nouveau une question économique. Que le client ne soit pas éligible est une chose. Est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'on se demande ce qu'on peut faire pour que demain il soit éligible? Toute la question est là et je pense que ça fera la différence peut-être entre l'institution qui va rester dans les mêmes habitudes de financement comme toujours et celle qui va peut-être aller un peu plus loin. Ça va coûter de l'argent, ça va coûter du temps, mais pour que demain on soit dans une situation où certaines catégories de femmes soient plus finançables qu'aujourd'hui. On ne va pas résoudre tous les problèmes, comme on n'a pas résolu tous les problèmes de tous les agriculteurs, mais je pense que le fait d'avoir commencé à regarder les portefeuilles détaillés par secteur d'activité et regarder comment évoluait le secteur agricole a permis aux institutions aussi de se rendre compte de où elles progressaient, comment elles progressaient, chercher des partenariats, des garanties, chercher à travailler avec des acteurs pour structurer les filiales de manière à ce que le pool de clients s'agrandisse au fur et à mesure. Donc le point, il est là. C'est, en tant qu'acteur financier, quel est mon rôle dans le maillon de la chaîne? Quel est le rôle des autres structures d'accompagnement? Et comment on travaille ensemble pour que, dans 30 ans, on ne soit pas dans la même situation qu'aujourd'hui? Ai-je un tout petit peu répondu à votre préoccupation? D'accord. Continuons. Donc, on parle de la sensibilité par rapport aux gens. Je pense qu'on peut dire qu'il y a plus ou moins 3 catégories. On peut faire défiler. On peut être agnostique par rapport aux gens. Exemple, ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est j'ai le dossier de crédit. Pour moi, en vérité, peu importe que ce soit porté par un homme ou une femme, je ne suis pas là pour faire la discrimination ni positive ni négative. Je suis là pour faire du business. Ça, c'est le fait d'être agnostique par rapport aux gens. Ensuite, le fait d'avoir un début d'approche aux gens, c'est jouer justement sur quelques caractéristiques. Et c'est étape par étape. On ne peut pas tout faire en même temps, mais les initiatives, par exemple, d'éducation financière ou de réajustement des conditions de crédit, de recherche de garantie, au niveau du marketing,
ou le fait de commencer à avoir des initiatives de réseautage, par exemple. Ça, c'est des débuts d'approche genre. Et puis, au fur et à mesure d'une prise de conscience, on se rend compte qu'il y a des normes sur le marché, il y a déjà des standards. Par exemple, on a parlé plusieurs fois hier du 2X Challenge, le challenge des 2X, qui permet de normer un peu cette question du financement de l'entrepreneuriat féminin, avoir des définitions claires et savoir où on évolue, et puis avoir accès à des structures, des fonds de garantie qui peuvent aider à dérisquer justement la situation. Et j'insiste sur le fait que l'idée ici n'est pas de passer à de la discrimination. Repartons sur les vélos. Le fait de travailler sur des vélos où, au lieu de pédaler avec les jambes, on peut pédaler avec les bras, on ne peut pas vraiment dire que c'est de la discrimination. C'est une manière d'adapter le produit pour que la personne qui originellement n'y avait pas accès parce que c'était un produit standard, peut enfin en réalité l'utiliser. Donc qui peut le plus, peut le moins. C'est se dire qu'on peut élargir un peu sa base de clientèle. On peut continuer. Alors, comment définir sa cible prioritaire? On est dans un secteur. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on sait que il y a des femmes à différentes catégories, à différents niveaux de l'économie. Elles sont très, très, très nombreuses au niveau micro-entrepreneuriat informel. Et au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide, elles sont de moins en moins nombreuses. Et qu'on soit une institution de microfinance ou une banque, on n'a pas forcément les outils, les moyens et même la stratégie pour servir toutes les strates. Donc, il va falloir cibler et se fixer peut-être un objectif lorsqu'on souhaite augmenter la proportion de femmes dans son portefeuille de services financiers. Donc, on commence d'abord par collecter les données du pays et du marché, donc on va du plus large au plus précis, pour comprendre en fait quel est le marché. Et le fait de collecter déjà les données du marché, ça nous permet de savoir justement par sexe quelle est la réalité du terrain. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, en RDC, au Kenya, les réalités du fait que les femmes sont plus dominantes dans le micro-entrepreneuriat sont les mêmes. Par contre, il y a peut-être des subtilités un peu différentes d'un pays à l'autre. On va regarder aussi de manière plus spécifique quelles sont leurs barrières à l'inclusion financière. Je donne un exemple. Il y a des pays où, pour avoir une pièce d'identité, c'est beaucoup plus difficile pour une femme qu'un homme. Normes sociales, même certaines fois réglementaires. Si c'est le cas, il faut être conscient du fait que venir ouvrir un compte bancaire, ce qui nécessite d'avoir une pièce d'identité, typiquement, ça va être beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme. Ça ne veut pas dire que le fait de le savoir, ça nous apporte la réponse à comment changer les choses, mais c'est un début de prise de conscience des raisons pour lesquelles elles sont peut-être moins nombreuses dans nos halls bancaires. La question de la formalisation, on va regarder ce qu'il faut pour qu'elle soit de plus en plus formalisée. On va regarder la question des services financiers numériques, puisque certaines fois, le fait de venir chaque fois en agence pour certaines choses peut être une barrière, etc., etc. Et par rapport à toutes ces données externes, généralement, il y a toujours un Institut national des statistiques qui a des données, pas forcément très récentes, mais au moins des données qui nous permettent de savoir plus ou moins où on en est. Mais il y a aussi des rapports qui sont publiés régulièrement à travers le monde et dans nos différents pays. Et parfois, on a des analyses un peu plus détaillées des bailleurs de fonds également. Ça, c'est l'analyse externe pour comprendre un peu dans quel environnement on fonctionne. Et typiquement, on va résumer les barrières à l'entrepreneuriat, les barrières à l'inclusion financière des femmes en différentes grandes catégories. Alors, il y a les barrières genrées, ça va être typiquement les normes sociales ou les lois, ça va être les contraintes de temps ou de mobilité, ça va être le fait d'avoir moins accès au réseau, vraiment le réseautage. On sait que dans les milieux d'affaires, c'est quelque chose qui existe depuis des générations et des générations dans l'entrepreneuriat masculin, mais qui est beaucoup moins développé dans l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est quelque chose que les femmes doivent beaucoup plus travailler. Il y a la question de la limite de l'éducation. Comme dans un pays, on a tendance à envoyer les garçons à l'école beaucoup plus que les filles. Bien entendu, à un moment donné, ça impacte l'entrepreneuriat. Donc là aussi, on est toujours dans la question de comprendre déjà l'environnement dans lequel on fonctionne pour être conscient des réalités. Ensuite, on a des barrières par rapport au secteur. Quand on fait une analyse sectorielle des PME, des MPME d'un pays, on se rend compte que les femmes ont tendance à aller peut-être dans la petite restauration, l'hôtellerie, ce genre de métiers, et moins vers les métiers où il y a des investissements un peu plus conséquents,
Et on peut se rendre compte que certaines fois, c'est la question du capital de démarrage. Quand le capital de démarrage est plus petit, on est obligé d'aller vers les activités qui nécessitent moins d'investissement lourd. Ensuite, on a un accès et un contrôle limité aux actifs, la question du foncier. Alors, nous savons qu'en dans beaucoup de pays d'Afrique, une femme n'hérite pas toujours de la même manière qu'un homme. C'est une réalité. Le banquier n'y peut rien, mais il faut constater le fait qu'effectivement, quand on démarre dans la vie avec un différent niveau d'héritage, parce qu'on est une femme ou un homme, ça impacte après la capacité de la femme à emprunter lorsqu'elle voit le banquier. Et ensuite, les barrières à la connaissance et au fonctionnement du secteur financier et l'accès au financement. Donc, tout ça fait que on constate que l'accès au financement reste faible et que pour réellement conquérir ce marché, il y a des choses à ajuster un peu différemment. Alors, je crois que quelqu'un a demandé, mais pourquoi est-ce que c'est même un sujet? Parce qu'en Afrique, le niveau de dynamisme de l'entrepreneuriat féminin est plus élevé que sur d'autres continents et que le constat, c'est que ce serait dommage de ne pas capitaliser sur cette ressource alors que, justement, on est un continent où elles entreprennent beaucoup. Deuxième chose, après qu'on ait collecté les données du marché, c'est interroger les clients et les non-clients. Alors, je vous pose la question. Si vous souhaitiez comprendre mieux votre cible, cette cible de l'entrepreneuriat féminin, quelles questions est-ce que vous poseriez à vos clientes ou en tout cas aux entreprises qui entrent dans la catégorie appartenant ou étant gérées par une femme? Combien parmi nous font régulièrement des enquêtes parmi les clients et non-clients dans le secteur bancaire? Histoire de garder un contact avec les clients, comprendre leurs besoins, etc., etc. Est-ce qu'on le fait? Oui, non. Des enquêtes, ne serait-ce que des enquêtes de satisfaction? Oui. Un peu? Ok, enquête de satisfaction, oui. Des enquêtes, pas avec un objectif de satisfaction, mais des enquêtes pour comprendre les besoins des clients. Des visites. Pour ce qui concerne les PME, je pense que c'est plutôt des visites, c'est plutôt à l'occasion des visites qu'on essaie de comprendre en fait l'activité du client, et à partir donc de la compréhension de l'activité du client, on est capable de voir ses besoins et puis même de lui demander qui sont les partenaires avec qui il travaille, et à partir de là on peut décliner un accompagnement spécifique par rapport donc à son activité. Voilà, exactement. On constate qu'on a tendance à le faire dans une démarche d'octroi de crédit. Souvent, typiquement, on va visiter, analyser en détail. Est-ce que cette information est collectée de manière après consolidée pour en faire quelque chose en termes de marketing et de stratégie? Pas toujours. Alors qu'en réalité, c'est une mine d'informations. Quand on regarde les bases de données, on a beaucoup d'informations quantitatives, mais pas toujours des informations qualitatives en termes de mieux comprendre en fait le profil du client et mieux le catégoriser. Et de temps en temps, c'est important de le faire, d'avoir vraiment un prestataire de service qui vient faire une enquête auprès des clients et non-clients pour comprendre un peu ces éléments-là. On va? Oui. La question est bien posée et ça soulève pour moi une problématique. C'est clair qu'en tant que risk manager, si vous avez une dirigeante d'entreprise de petite entreprise qui vient, vous serez peut-être intéressé de savoir comment, puisqu'on sait qu'on est dans un environnement où la femme a souvent la charge de la famille et tout ça, on peut être intéressé de savoir comment elle manage son temps pour pouvoir mettre sur l'entreprise, ou quel est son personnel, comment elle s'y prend. Mais je crains qu'en posant cette question, ça pose un problème. Parce qu'on a tellement tambouriné sur les questions de genre et de sexisme que quand vous posez la question, vous pouvez vous attendre à une réponse très amère. Vous dites, mais si c'était un homme, est-ce que vous allez lui poser cette question? Donc, il y a un aspect psychologique et social qu'on doit pouvoir avoir pour poser ce genre de questions. Donc, on va réfléchir par 3 fois avant de poser telle question qui est spécifique aux gens, parce que la manager peut mal prendre ça, comme si on faisait une discrimination déjà dès le départ. C'est un très bon point. Comment on peut gérer cette situation? C'est un très bon point. Effectivement, dans le cadre du projet, du programme de la BEI,
lorsqu'il a fallu justement faire des enquêtes clients, on s'est posé toutes ces questions-là. Il y a une manière d'aborder les choses et de poser des questions pour ne pas mettre le client mal à l'aise. Tout ça, c'est la question des lunettes du genre. Vous venez de mettre vos lunettes du genre. C'est-à-dire vous rendre compte que si je pose cette question à une dame, elle risque de le percevoir comme ça et donc je vais peut-être orienter ma question un peu différente. Donc, venez de commencer à mettre vos lunettes du genre. Bravo. Alors, continuons. Par rapport à la collecte de données quantitatives et qualitatives, on essaye de comprendre en fait mieux comment les servir. Je reviens à ma question du secteur de l'agriculture. Souvent, je compare parce que la démarche est la même. On a un secteur qu'on aimerait financer, mais on est des banquiers, on n'est pas des ingénieurs agronomes. Par contre, on doit quand même suffisamment comprendre la manière dont le secteur fonctionne pour identifier les risques correctement et pour les aborder. Donc, on va essayer de comprendre les questions du point de vue d'abord la connaissance que l'entrepreneur, la chef d'entreprise a des produits et services financiers, la perception que cette clientèle a des banques, les institutions où sont clients. Donc, ça, c'est la question de à quel point ils sont inclus financièrement ou pas, les produits qu'ils utilisent, les besoins satisfaits et les besoins non satisfaits. Mais on va aussi s'interroger sur spécifiquement les éléments de comment ils gèrent leur entreprise, quels sont leurs besoins en financement, comment ils ont démarré, à quel point ils sont peut-être intégrés à des filières ou à des coopératives si on est dans le secteur agricole, etc. etc. Donc, c'est des questions qualitatives. Tout ce qui est quantitatif, c'est important, mais tout ça, c'est pour dire que l'aspect qualitatif est également important dans la compréhension de la cible. Et ça nous permet, souvent on recommande d'avoir dans l'échantillon aussi bien des hommes que des dames, pour pouvoir justement comparer, voir s'il y a des différences, et analyser ces données justement par sexe. Et ça nous permet aussi d'interroger aussi bien des clients que des non-clients, parce que parmi les non-clients, on collecte des éléments liés à la perception aussi. Quelle est la perception du marché par rapport à nos services? Donc, on a, dans le cadre, j'ai mis des exemples de choses qu'on a collectées lorsqu'on a fait les analyses. On a constaté que les clientes qui étaient déjà là, qui avaient peut-être déjà accès aux services financiers ou non, avaient parfois la mauvaise compréhension des services, n'avaient pas forcément les bons éléments ou ne comprenaient pas le détail des frais et des services qu'elles utilisaient. J'ai mis un exemple en rouge au milieu qui est revenu régulièrement, c'est la question de lorsque je dois prendre un crédit, pourquoi faut-il toujours impliquer le mari? C'est des choses, ça ne veut pas forcément dire qu'en tant que banquier, on peut nécessairement changer nos procédures, mais prendre conscience du fait que certaines choses peuvent dissuader le client ou la cliente de venir prendre des services, c'est important. Et c'est important de savoir comment aborder ces éléments-là. Le montant du crédit demandait systématiquement réduit. Il y a cette perception parmi ceux qui ont répondu à nos enquêtes que pour aller voir le banquier, il vaut mieux gonfler le besoin parce que systématiquement le banquier va le ramener à la baisse. Pourquoi il y a cette perception? Comment enlever cette perception? Comment s'assurer que dès le départ on part sur une bonne base et qu'on accompagne le besoin sans non plus faire exploser les ratios de risque, bien sûr. Les procédures longues et compliquées, trop de paperasse, ça, je crois que ça ne manque jamais des enquêtes et les clients s'en plaignent systématiquement. Donc, que faut-il faire par rapport à ça pour perdre moins de clients en route? On peut y aller? L'idée avec toutes ces enquêtes qui prennent souvent pas mal de temps et qu'il faut parfois peut-être déléguer à un prestataire externe, c'est ensuite de catégoriser un peu les clients et voir leurs différents profils. Donc je pense que tous ici présents, on a probablement quelque chose qui ressemble à ça dans la catégorisation des clients. On essaye de voir typiquement une entreprise qu'on va catégoriser comme micro, quel type de transaction elle fait, quels sont leurs besoins en financement, quels sont leurs besoins autres, est-ce qu'elles ont des garanties ou non, à hauteur de quoi, quel type de garantie, etc., etc. Et on va avoir typiquement une catégorisation peut-être, et c'est un exemple, micro, rural, urbain, petite ou très petite entreprise semi-formelle et une entreprise peut-être un peu établie de manière un peu plus solide, qui a déjà l'habitude du secteur bancaire, qui est déjà inclus financièrement, mais peut-être pas au maximum de son profil. Et sur base de ça, on va pouvoir cibler. Tout le monde ne peut pas servir tous les marchés, mais peut-être qu'en tant qu'institution financière, on peut piloter une stratégie
de financement des femmes entrepreneurs sur une des catégories, voir comment ça se passe, voir ce qu'on en apprend avant de décider si on veut l'élargir un peu plus ou pas. C'est une manière d'aborder un démarrage. Alors, on a vu les éléments de collecte des données du marché, le marché au sens large. On a vu les éléments de collecte des données auprès de nos clients et de non-clients, donc quelque chose d'un peu plus ciblé, un peu plus concentré, un peu plus qualitatif. Enfin, on va se tourner vers soi-même pour faire un diagnostic institutionnel sur l'aspect genre. Alors, c'est quoi un diagnostic institutionnel sur l'aspect genre? Et selon vous, quels sont les éléments que vous allez prendre en compte? Quelles sont vos perceptions quand on vous dit diagnostic institutionnel sur l'aspect genre? Perception, idée. C'est quoi un diagnostic sur l'aspect genre pour une institution financière? Marina? Bonsoir à tous. Armel Conan du groupe Cofina. Pour moi, un diagnostic sur l'aspect genre, c'est en fait un état des lieux qui va nous permettre de constater la place de la femme, sinon l'inclusion genre au sein de notre entreprise, que ce soit d'un point de vue femme présente dans les instances de gouvernance, que ce soit d'un point de vue femme dans le portefeuille client, que ce soit d'un autre point de vue encore produit et spécificités liées aux gens. Voilà, effectivement, vous avez cité les grands éléments. En fait, c'est quelque chose qu'il faut démystifier. C'est rien de bien compliqué. L'idée, c'est de regarder d'une manière critique l'entreprise sous différents angles. Effectivement, il y a la question de la gouvernance, il y a la question des produits, il y a la question des procédures et process, parce que les produits sont là, mais les procédures et process délimitent la manière dont on va aborder les services. Il y a la question de comment on représente en termes de marketing et services, etc., etc. Donc, il y a différents modèles de diagnostic avec l'aspect genre. Ici, on en a donné un exemple, celui qu'on a utilisé dans le cadre du programme de la BEI, où on regarde 4 grands piliers. On décortique les aspects stratégie, objectifs opérationnels. On décortique les aspects produits et services, les aspects modèles d'opération et les aspects marketing et services non financiers. On partagera les slides, ne vous inquiétez pas. Donc, on va aller un peu plus en détail. Je vais prendre chaque pilier et expliquer très brièvement en quoi consiste un diagnostic avec les lunettes du genre sur ces 4 piliers. Côté stratégique et objectif opérationnel, on regarde par exemple la manière dont la stratégie PME est formulée. D'abord, est-ce qu'il y a une stratégie PME dans l'institution? Ce n'est pas toujours le cas. On peut choisir en tant qu'institution financière de ne se concentrer par exemple que sur les corporates et le retail, c'est un choix. Mais quand on parle de ce diagnostic, on regarde cet élément-là. Est-ce qu'il y a une utilisation de la base de données pour catégoriser les clients? Est-ce que c'est déjà le cas? Si on le fait, est-ce qu'on le fait en analysant aussi les différentes catégories? Est-ce qu'on le fait par sexe? Est-ce que dans le business plan de l'institution, il y a une place pour la PME? Et dans cette place pour la PME, est-ce qu'il y a spécifiquement des éléments liés à l'entrepreneuriat féminin ou pas? Et est-ce qu'on a une proposition de valeur existante dont certains éléments peuvent être déjà positifs pour l'entrepreneuriat féminin? Donc, il est possible qu'à l'issue de cette analyse, on se dit, en fait, même s'il n'y a pas de stratégie genre formulée, en réalité, l'institution a déjà pas mal d'éléments qu'elle faisait déjà de manière peut-être informelle ou intuitive, qui vont lui servir positivement dans sa stratégie pour acquérir plus cette catégorie de clientèle femme. Donc on analyse des documents, on organise des réunions, on discute des points forts et des points d'amélioration et on propose des recommandations. On peut continuer? Dans ces analyses, typiquement, on va regarder aussi la distribution du portefeuille. Alors là, c'est un vrai exemple d'une institution, mais je pense que cet exemple est probablement beaucoup plus répandu, notamment au niveau microfinance, que juste cette institution, où on va typiquement constater que on n'a pas de stratégie genre en tant qu'institution de microfinance, mais on constate que une bonne partie de nos emprunteurs sont des femmes. Donc, la conclusion, c'est que fatalement, ça veut dire qu'on fait les choses. Il y a des choses qu'on doit faire quand même correctement si on voit qu'on a autant de succès au niveau des femmes. Et c'est vrai, quand on regarde le portefeuille par nombre,
En revanche, quand on regarde le portefeuille en valeur, on se rend compte que la réalité est un tout petit peu différente. Donc, si on cache l'image de gauche et qu'on regarde seulement l'image de droite, et qu'on se rend compte que le bleu clair, c'est notre contribution au financement de l'économie féminine, on se rend compte qu'il y a peut-être des progrès à faire à ce niveau-là. Et c'est justement chercher comment aller les chercher, ces femmes qui sont peut-être pas seulement dans les micros, mais côté PME, et comment les acquérir. On peut continuer. Côté produits et services, là, typiquement, on va regarder tous les types de produits qu'on a dans l'institution, les crédits, l'épargne, les produits d'assurance. On va regarder les PP, si on en a, les programmes de produits. Si ce sont des PP qui réellement flexibilisent l'accès au crédit, les garanties, le pricing, et on va regarder s'il y a des éléments, des caractéristiques qui peuvent involontairement freiner l'évolution des femmes dans le portefeuille de crédit. Donc on peut donner un exemple, juste l'exemple de la garantie, parce que je pense qu'on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre aussi. Souvent on dit que le fait d'avoir une stratégie sensible au financement de l'entrepreneuriat féminin, c'est aussi de voir rediscuter les types de garanties qu'on accepte en tant qu'institution financière. Donc la garantie la meilleure en tant que banquier, ça reste le foncier. On est un bâtiment, une maison, c'est ce qu'on préfère. À part le cash peut-être probablement. Mais si on est dans un pays où le foncier est très peu aux mains des femmes et qu'on veut financer les femmes, il va bien falloir trouver d'autres types de garanties. Il va bien falloir avoir des accords de partenariat avec les fonds de garantie. Il faut trouver des alternatives. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut constater. Peut-être que l'institution n'a pas encore suffisamment de partenariat pour avoir des garanties alternatives ou n'a pas fait ce travail-là d'analyse. C'est la question de la réalité statistique. Je pense qu'on peut retourner sur le slide. Voilà. La question, c'est si dans l'analyse du marché au plus large, on a constaté effectivement que, en termes de valeur d'actifs totaux, les femmes ne représentent que 18% des PME en valeur et qu'on finance à hauteur de 18%. Là, on peut se dire, oui, on a fait le meilleur de ce qu'on pouvait faire pour l'économie féminine. Si en réalité, on se rend compte que même parmi les PME, même s'il n'y en a pas beaucoup statistiquement, il y a des PME dirigées par les femmes appartenant à des femmes qui sont encore très frileuses pour travailler avec des institutions financières. La question, c'est comment on fait pour aller les chercher? Comment on fait pour les sortir un peu du passé où elles ont peut-être peur d'aller vers le banquier, où elles préfèrent des alternatives différentes? C'est en fait ça la question. Il y aura toujours la réalité statistique où pour l'instant, les femmes dominent dans les micro-entreprises, ça on n'y peut rien. Et donc, l'idée n'est pas forcément que ce soit 46% des deux côtés, parce que l'inadéquation statistique du marché fait que, en valeur déjà d'actifs totaux de ces entreprises, on n'est pas à 55, on n'est pas à 46 des deux côtés, donc il y a une limite. Néanmoins, la question critique, c'est est-ce qu'on a fait le mieux de ce qu'on peut faire, ou est-ce que parmi les entreprises non encore réellement bancarisées, il y a des entreprises dirigées par des femmes qui pourraient être accompagnées? Toute la question est là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour être par défaut l'institution financière à laquelle ces femmes-là penseraient dans leur démarche d'obtention de financement spontanément? Quand elles scannent le marché, est-ce qu'elles peuvent se dire j'ai déjà entendu parler de telle institution, c'est là que je vais y aller? C'est la question de comment on se démarque par rapport à ça. Y a-t-il un follow-up, une question follow-up? Tout à l'heure. Ok, très bien. On peut continuer. Modèle d'opération, je pense que c'est... le modèle d'opération, c'est la question de comment on gère la relation clientèle, les canaux de distribution, les services clients et les programmes de formation pour le personnel. Donc, là aussi, c'est analyser la manière dont on délivre les services. De plus en plus, on parle de la question de compléter les agences par des correspondants, des agents bancaires, de manière à rapprocher les canaux de distribution aux clients. On se rendra compte que tout ça, c'est des choses qui sont utiles aussi bien aux hommes qu'aux dames. Le point de les analyser avec les lunettes du genre, c'est de se rendre compte que chaque progrès qu'on aura dans le fait de flexibiliser les canaux de distribution vont particulièrement impacter positivement les dames à cause de leurs contraintes de temps et de mobilité, par exemple. Ça peut être une conclusion. On peut continuer. Marketing et services non financiers, on va regarder la communication externe, la communication interne, les enquêtes de satisfaction s'il y en a eu ou si on en a fait,
et les fameux services non financiers, donc les éducations financières, les formations, etc., etc. Constater les forces qu'on a et constater les faiblesses ou opportunités d'amélioration. Donc là, pareil, service non financier, c'est pas le métier premier d'une institution financière, c'est d'ailleurs pas du tout le métier d'une institution financière, mais est-ce que on peut capitaliser sur des initiatives peut-être informelles qu'on a déjà? L'agent de crédit, aujourd'hui, on sait que c'est un partenaire de discussion privilégié avec les clients, homme ou dame. Est-ce qu'on peut formaliser le fait qu'ils aient des compétences pour conseiller véritablement ces clients et clientes dans leur stratégie de développement, par exemple? On est déjà dans la question des services non financiers. Est-ce qu'on peut signer des partenariats avec des structures qui en ont fait leur spécialisation et qui peuvent, elles aussi, accompagner les clients? Ça n'a pas forcément besoin d'être des initiatives gratuites, mais ces initiatives doivent exister pour que dans 10-20 ans, on ait véritablement fait un travail d'amélioration, notamment des capacités de gestion des entrepreneurs. Et ensuite, quand on a analysé toutes ces catégories, en fait, on va avoir un peu des feux de signalisation pour chaque sous-thème abordé. On va voir, est-ce qu'on est complètement prêt déjà par rapport à ça ou est-ce qu'on a beaucoup de lacunes? Donc ça, c'est un peu le mapping qui résulte de l'analyse. On va continuer. Et une fois qu'on a tout ça, on peut maintenant véritablement parler de créer une proposition de valeur sensible aux gens. Alors, qu'est-ce qu'une proposition de valeur sensible aux gens? Hier, lors du panel, on a abordé quelques exemples. Il y a différents éléments. Tout à l'heure, monsieur a expliqué que regarder les choses et faire un diagnostic institutionnel, il y a le pilier interne, où on regarde l'institution financière, et il y a le pilier externe par rapport aux clients. Donc, dans le cadre du programme de la BEI, par exemple, on a soutenu une banque au Ghana pour développer sa politique genre, une politique complète qui incluait justement la démarche à l'interne, tout ce qui est ressources humaines, approvisionnement, etc., etc., événements à l'interne, les formations, et l'aspect externe, c'est-à-dire la manière dont ils allaient ajuster leur offre de produits et services pour qu'elle soit plus adaptée côté genre. On a également accompagné des institutions dans le fait de définir des campagnes, que ce soit par rapport au crédit ou l'épargne, mais avec un accès un peu plus spécifique par rapport aux femmes. On a pu faire, en collaboration avec certaines institutions, également des programmes de formation ou de business club pour rassembler les clientes et leur apporter des outils, des compétences, des compétences supplémentaires, etc., etc. Donc, il y a différentes manières d'aborder les choses. Ça, ce sont des exemples dans le sein du programme, au sein du programme. Slide suivant. Il y a aussi des exemples, quand vous regardez un peu la littérature, différents exemples où on parle justement de cette question de comment ajouter la lunette du genre dans les services financiers. Donc il y a des initiatives, par exemple au Kenya, où on introduit l'outil numérique. Donc on fait du scoring, une manière d'analyser la capacité du client, et on l'étend beaucoup plus par rapport à l'analyse de la clientèle féminine, par exemple. Donc dans une situation, on avait constaté que les femmes restaient bloquées à un certain seuil maximal de crédit, parce qu'on sans état financier, sans éléments, on n'arrivait pas à avancer. On introduit un élément de scoring pour permettre, au fur et à mesure, cycle après cycle, de mieux délimiter la note du risque de la cliente. On a une initiative au Nigeria où l'aspect genre n'était pas du tout sur le côté crédit, c'était plus le fait de faire un effort supplémentaire côté agents bancaires, les correspondants, et les mettre vraiment dans les sites à proximité des marchés, là où on sait que la clientèle féminine domine réellement et qu'il y a un vrai besoin pour collecter des dépôts, par exemple. Et on a une initiative où une banque a créé un compte bancaire spécifique avec des caractéristiques beaucoup plus flexibles, tant en termes d'ouverture de compte qu'en termes de conditions, parce qu'il voulait viser une clientèle de femmes spécifique dans une zone rurale spécifique. Donc, d'où l'importance de vraiment cibler. Est-ce qu'on veut cibler la clientèle micro, les petites entreprises ou les entreprises un peu plus établies? Est-ce qu'on veut les cibler en milieu rural ou en milieu urbain? Quels sont leurs moyens? Est-ce qu'elles ont des garanties ou pas? Quel type de garantie? Et sur base de ça, on ajuste en fait ce qu'on veut véritablement faire. On ne peut pas tout faire, donc il faut sélectionner.
Je pense qu'on peut passer à l'étape suivante. J'aimerais peut-être conclure sur ce point sur l'aspect des services non financiers. Hier, lors du panel, la conclusion d'Isabelle, c'était de dire que tous ces éléments doivent être perçus comme des étapes et en vérité, le financement peut-être arrive à la fin. En fait. Le financement, tous les risk managers ici présents diront que ce n'est pas ce qu'on fait en premier, très clairement. On doit avoir le temps de bien comprendre le client. Donc, dans la question de la lunette du genre, ce qu'on fait, c'est on doit booster les compétences de gestion et de leadership pour les aider à mieux faire face à leurs contraintes. Donc ça, on le fait soi-même, on le fait en collaboration avec des structures qui le font. Ensuite, on essaye de créer des synergies, de les mettre en réseau, d'utiliser leur appartenance peut-être déjà à des réseaux informels pour maximiser leur accès à d'autres opportunités. Et ensuite, on arrive avec la question des services financiers et financement. Donc, on ne doit pas voir ces éléments comme des éléments qui fonctionnent indépendamment. On doit vraiment voir qu'il peut y avoir une synergie avec toutes ces différentes étapes. Et puis, enfin, et je vais en rester là pour pouvoir répondre aux questions s'il y en a, il y a la question très importante de comment on mesure son impact. Tout à l'heure, dans le slide avec les camemberts, on voyait le portefeuille de crédit délimité par sexe pour pouvoir comparer. C'est quelque chose qu'on fait aussi sur l'évolution pour voir comment les choses évoluent au fur et à mesure du temps. Donc, fixer des KPI, ça peut être des KPI directement liés au portefeuille de crédit, d'épargne, de cartes bancaires, de transactions, etc., qu'on va commencer à regarder de manière critique par sexe. Mais il y a également des critères qualitatifs. Si on se lance dans la question des services non financiers, alors quel est l'objectif en termes de formation, éducation financière chaque année, chaque période, en collaboration avec qui, on regarde aussi le taux de satisfaction des clients dans les différentes catégories. Et ça nous permet de voir un peu l'évolution. Je vais donner un exemple et conclure là-dessus. Je travaille avec une institution financière de microfinance vraiment spécialisée dans les crédits de groupe. Et pendant des années, le crédit de groupe, c'était vraiment leur produit phare. Et récemment, ils ont décidé de complètement arrêter le crédit de groupe. Donc, ce qui se passe typiquement quand on regarde les statistiques par genre, c'est que on se rend compte que pendant toutes ces années, plus de 70% de leurs clients étaient des femmes. Et ça se reflétait d'ailleurs assez bien même côté valeur. Mais dès le mois où ils ont commencé à arrêter de décaisser des crédits de groupe, bien sûr qu'on a vu les chiffres dégringoler. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, mais la question c'est, en tant qu'institution financière qui s'est toujours positionnée comme une institution avec un service majoritairement destiné aux femmes, quel est le seuil qu'ils vont se fixer pour quand même maintenir cette force sur le marché. Parce que plus ils vont dans le crédit individuel, plus la tendance s'inverse. Donc mettre ces lunettes de genre, c'est aussi ça. Regarder où on en est et où on veut aller et se fixer peut-être des objectifs pour maintenir ce qu'on fait déjà correctement et compléter un peu sa panoplie par rapport aux choses qu'on ne fait peut-être pas suffisamment bien. Voilà. Pour ceux qui ne se sont pas encore endormis, est-ce que vous avez des questions? Je vais d'abord regarder s'il y a d'autres questions, monsieur, pardonnez-moi. Je vais être un peu dans la provocation, mais sans idée magistérielle. Il y a des institutions qui sont connues pour être dans la provocation constante. Moi, en tant qu'homme, je parle de moi. Quand on me prête à moi, c'est comme si on a prêté à ma femme aussi. Et je pense que beaucoup d'hommes sont dans cette situation-là. Maintenant, est-ce que dans le calcul, ce n'est pas biaisé de dire que quand on prête à un homme, on n'a pas prêté à la femme derrière? Donc, est-ce que dans les statistiques, on ne peut pas assumer une partie des crédits donnés aux hommes, également attribués aux femmes? Je dirais que ça dépend de l'objectif de l'exercice. Si le but... Pardon? Ça dépend de l'objectif de l'exercice. Est-ce que c'est pour avoir des statistiques un peu plus favorables pour le bailleur ou est-ce que l'objectif c'est d'impacter l'économie pour qu'on soit sûr d'avoir fait un travail global? Les deux? Ok. Bon, dans tous les cas, la démarche ici c'est vraiment de se dire
dans les portefeuilles, on constate que on perd les femmes à un moment donné, souvent beaucoup plus que les hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ou non? Est-ce qu'on a déjà fait le maximum mais on continue? Ou est-ce que on en reste là? C'est un peu ça. Donc en tant que femme, ma réponse c'est, d'après ce que je constate, il y a quand même un côté frilosité, on va dire, certaines fois des femmes chefs d'entreprise. Elles ont peut-être besoin justement d'apprendre beaucoup plus des hommes à ce niveau-là pour prendre beaucoup plus leurs entreprises à bras le corps et les faire passer à un niveau supérieur. Malheureusement, dans ce genre de situation, on a tendance à tomber dans les clichés. J'aimerais éviter les clichés, mais en réalité, je pense qu'on peut reconnaître que certaines fois, il y a des attitudes un peu de frilosité par rapport au risque qu'on pourrait dépasser si on faisait un peu l'effort d'aller vers elles et de leur apporter justement ce soutien-là. Donc, elles ont beaucoup à apprendre aussi des hommes à ce niveau. Madame, et ensuite on vient. Je n'ai aucune question. Je veux tout juste réagir au propos de mon collègue qui a dit qu'en prêtant un homme, on a prêté à une femme derrière. Je ne sais, I don't understand it. I don't know what it means. Parce qu'en fait, nous avons, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans la vie courante, on a les hommes, on a les femmes. Maintenant, dire que emprunter de l'argent à mon époux veut dire qu'on m'a donné cet argent, je ne suis pas d'accord, pas du tout. Parce que je pense que mon époux, il a son nom et il répond à son nom. J'ai mon nom et je réponds à mon nom. C'est vrai qu'on forme un couple, mais là, c'est dans le coin couple que nous formons couple. Et même dans le couple, chacun a sa personnalité. Même dans le couple, la gestion des finances ne veut pas dire que c'est monsieur qui va chercher tout et la femme se cache derrière monsieur. Non, même dans le couple, monsieur peut apporter, madame peut apporter, et ensemble, ils peuvent mener des projets. Et je peux décider aussi de mener des projets personnels, bien que l'époux soit, how can I say, aware of what I'm doing. But it doesn't mean that if my husband is not ahead to do something, I cannot do it. Pour revenir maintenant à la question pour les femmes, je dois dire que c'est un sujet très très important. Il est important de savoir que, avec la compétition qui se fait de plus en plus rude, les banques sont appelées à faire une bonne catégorisation de leur portefeuille et de développer des produits dédiés à différents segments de leur clientèle. Autant nous parlons pour les étudiants, les produits agriculteurs, produits, comment dirais-je, exportateurs et autres, nous devons aussi parler des produits dédiés femmes. Surtout, les statistiques nous montrent que les femmes dans certains pays sont plus, how can I say, modern men, sont plus nombreuses en nombre que les hommes. S'il faut baser l'économie seulement sur un nombre, un petit nombre, si je dois le dire, parce qu'au Cameroun, nous savons que c'est 48% d'hommes et 52% de femmes. S'il faut limiter toute l'économie seulement sur les hommes et oublier les 52%, nous sommes en retard, nous serons en retard parce qu'en amenant les femmes avec nous, immédiatement, en les captant, en travaillant pour qu'ils contribuent véritablement pour cette croissance, nous sommes sûrs que nous devons aller à grands pas. Les banques gagneraient à faire cela suffisamment vite. De toute façon, en ce qui concerne CCA Bank, nous avons un produit que nous avons tout un programme de CCA Women Banking, où nous avons mis en place des comptes courants, des payes business et aussi des financements qui sont liés aux activités de femmes. Nous avons mis aussi en place une conciergerie qui accompagne les femmes, que ce soit dans leurs multiples spécificités que nous connaissons. Thank you.
Donc la réponse de madame, c'est qu'on peut aussi augmenter la taille du gâteau. Je vais peut-être juste donner la parole à monsieur et après on va venir ici pour vous. Et j'interroge mes collègues par rapport au temps. On prend les 2 dernières questions. D'accord. Ah. Ok. Ok, donc merci pour la présentation. Bon, j'ai vu que vous avez expliqué vers la fin plusieurs approches pour prendre en compte la question du genre dans le système financier. Mais bon, comme pour la présentation du matin, c'était pareil, vous avez mis beaucoup plus l'accent sur le financement de l'entreprise qui est dirigée par la femme. Bon, moi j'ai une question. Est-ce à croire que c'est cette approche qui a le plus d'impact sur l'économie de l'entrepreneuriat féminin? Parce que même le raisonnement statistique qui est lié au fait de dire que la proportion des femmes dans l'économie est de 52% et celle des hommes est de 48%, je trouve que c'est un peu biaisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui ont une bonne partie de leur personnel qui est constitué de femmes. Donc, est-ce à dire que celui qui finance une entreprise qui a un bon personnel féminin a moins d'impact que celui, par exemple, qui finance un projet qui est porté par une femme, peut-être dont les produits ne sont pas destinés aux femmes? Donc, vous avez raison, et c'est vrai que pour que cette image soit complète, il aurait fallu, si le temps avait permis, qu'on puisse regarder par exemple typiquement les standards du 2X Challenge qui délimitent en fait participer au financement de l'économie féminine. On peut le faire dans différentes catégories et ce n'est pas seulement dans les entreprises qui appartiennent aux femmes, il y a d'autres manières de contribuer à l'économie. On pourra partager aussi ça. La dernière question? Oui, c'est la dernière. Donc, merci pour la présentation. Et moi, de tous les slides, celui qui m'a retenu plus mon attention, c'est celui avec les vélos, qui permettait de bien comprendre qu'en fait, la question, c'est une question d'adaptation à sa clientèle ou à un type de clientèle. Du coup, j'ai bien compris le point du genre féminin, mais en même temps, je me dis que ça devient un problème en fait global en fait de la banque ou de l'institution financière, qui, si elle veut s'adapter, si elle veut être plus efficace, elle doit avoir des produits adaptés à toute sa clientèle. Par exemple, je prends une banque qui fait du crédit à des entreprises et qui fait ce crédit de façon amortissable, le crédit amortissable de façon mensuelle, et qui se rend compte que ces clients-là ont une spécificité dans leur cycle d'exploitation qui fait qu'ils seraient plus adaptés de faire un amortissement trimestriel que mensuel, par exemple. Il en est de même pour le crédit bail. On se rend compte que sous d'autres cieux, l'objet du crédit bail est la garantie, mais ici, sous nos cieux, l'expérience a montré que vous pouvez donner un véhicule neuf, vous le retrouvez avec un moteur ancien. Donc, vous prenez une garantie complémentaire. Et je voudrais donc dire que finalement, ce sujet-là, il est effectivement pertinent, mais il ouvre globalement sur l'adaptation de ce qu'on fait, de son activité. Et globalement, on pourrait même l'appliquer, si on veut parler de l'Afrique, il serait bien justement qu'on analyse tous les sujets sous cet angle-là. Parce que très souvent, on fait face à des programmes ou bien même à des solutions qui sont mal calibrées parce que pas pensées en tenant compte de la spécificité des bénéficiaires finaux, mais on conçoit des projets, des solutions ailleurs et on veut les appliquer. Du coup, on se confronte donc à une réalité qui fait que ce n'est plus adaptable. Donc voilà ce que je voulais dire et puis je vous remercie encore pour la présentation. Je pense que c'est une très bonne manière de conclure la session. C'est une question d'adaptation. De la même façon qu'on a fait l'exercice pour l'agriculture, le fait de découvrir qu'en fait on peut faire des crédits avec des remboursements irréguliers et que c'est utile pour l'agriculture, en fait on se rend compte qu'on peut réutiliser les mêmes astuces même pour d'autres secteurs d'activité alors qu'on n'y avait pas pensé. Et de la même façon, tout ce qu'on apprend avec les lunettes du genre, on se rend compte que c'est des choses qui sont aussi utiles aux clients hommes. Et parce qu'on a ouvert la brèche en se posant la question du genre, en réalité, on va en faire bénéficier tous ces clients. Donc, c'est la question de la rampe qu'on met peut-être devant un hall bancaire en se disant qu'on veut aussi que les handicapés peuvent venir. On se rend compte que cette rampe-là, elle peut être utilisée aussi bien pour les handicapés, que pour les dames avec leurs poussettes, que pour les piétons normaux, etc., etc. Donc, qui peut le plus, peut le moins, et on favorise finalement
beaucoup plus que juste l'entrepreneuriat féminin. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on peut continuer informellement les discussions juste après, durant la petite pause. Merci.